rénovation. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur une étude faite par le Musée canadien de la nature sur le harfang des neiges. On va aussi parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Il sera question aujourd'hui de comment gérer les douleurs au cou vu qu'on travaille pratiquement tous à la maison. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Michel Prévost, que vous allez sûrement reconnaître, qui est lui, en fait, il faudrait que je dise ton titre aujourd'hui, Michel, président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Et aujourd'hui, on parle du mois du patrimoine. Déjà, pour commencer, j'aimerais te demander, qu'est-ce que ça représente pour la communauté, je vais dire francophone, le mois du patrimoine? Ben, en fait, je pense que c'est très important, le mois du patrimoine. Puis d'ailleurs, je remercie entre nous, puisque ça fait des années là, que vous m'invitez pour parler du mois du patrimoine, puisque c'est un rappel de l'importance de notre patrimoine, puis au sens très, très large. Là. Bien sûr, dans l'actualité, on entend toujours parler du patrimoine bâti qui est le plus visible, mais le patrimoine, c'est aussi, bien sûr, les archives. Comme ancien archiviste, je m'en voudrais d'oublier notre patrimoine archivistique, mais c'est la généalogie, c'est la toponymie, c'est le folklore. En fait, c'est tout ce qui témoigne de la présence des francophones en Ontario depuis 400 ans. Alors, on parle toujours de l'importance de la langue, la culture, mais le patrimoine, c'est l'élément tangible. Par exemple, les archives, ben, c'est la mémoire. Si on veut documenter cette présence-là, le développement de la société, si on veut l'illustrer, ben, c'est beaucoup avec les archives. Je dis toujours aussi, si on veut développer un sentiment de fierté et d'appartenance auprès de nos jeunes, ben, il faut avoir des éléments, des choses qu'on peut montrer. Alors, quand on se promène dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes, si on a tout détruit, ben, on n'a pas de traces de nos racines. Et en Ontario français, on pourrait dire qu'il y a deux volets du patrimoine qui est très, très important. C'est le patrimoine religieux, mais aussi le patrimoine agricole. On oublie trop souvent qu'après les Autochtones, c'est les francophones qui sont les premiers agriculteurs et on sait très bien, dès qu'on sort de la ville, là, dans les comtés unis de Prescott et Russell, ben, il y a une présence agricole francophone là, qui date du début du 19e siècle. Alors, c'est très important de parler de tout ça. Le monde va très, très vite, tout va vite, mais le mois de février, ça nous donne une occasion de réfléchir et de discuter avec toi, Claude Andrea, du patrimoine. Et puis, maintenant que tu en parles, là, je trouve ça bien de dire qu'on a une nouvelle ère 2021. On est assez loin dans la technologie et autres. Et puis, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir rejoindre la jeunesse qui est censée comme savoir un peu qu'est-ce que c'est que le patrimoine qu'on a ici. Et moi, je me suis juste posé la question de savoir, selon toi, tu es archiviste et aussi un peu historien, quels sont quels sont les outils qu'on devrait mettre en avant pour pouvoir intéresser, que ce soit la communauté ou plus encore la jeunesse, pour pouvoir s'intéresser au patrimoine? Ben aujourd'hui, il y a divers moyens. Moi, je sais que j'adore donner des visites guidées, mais c'est impossible en ces temps de pandémie. Mais aujourd'hui, on développe là des visites virtuelles. On a des outils, les téléphones intelligents. Je sais que pendant l'été passé, à cause de la pandémie, par exemple, on a fait des visites guidées virtuelles. Alors
à partir de chez soi, à partir de ce téléphone, on peut découvrir notre patrimoine. Mais peut-être que moi, je suis un peu de la vieille école. Je dis qu'il n'y a rien qui va remplacer une visite guidée dans un quartier historique francophone de l'Ontario français avec un vrai guide et avec du vrai monde. Parce que l'expérience n'est pas du tout la même. C'est très, très beau, les nouvelles technologies, puis il y a personne va à l'encontre de ça, mais laissez-moi vous dire que si on veut vivre une expérience, c'est vraiment de découvrir un quartier, un bâtiment, un lieu avec un guide et d'échanger aussi. Et j'ai toujours pour moi, ça a été un privilège. Je rappelle toujours que j'ai fait des visites guidées du secteur du ruisseau de la Brasserie là, dans le Viol pour plus de 2000 étudiants du cégep de l'Outaouais. Et ça, je pense que ça se remplace pas. Puis parfois, je rencontre ces jeunes-là des années après et ils me disent, ah oui, oui, on a fait une visite guidée avec vous, puis j'en garde un bon souvenir. Alors, il y a les visites guidées. Naturellement, ben, il y a beaucoup de publications. Sur YouTube, là, il y a des séries, là, dont une que j'ai fait avec Rogers, la promenade dans le temps, et on les repasse. Et ça, à partir du confort de sa maison, on découvre nos quartiers ou nos bâtiments historiques, les sites web, mais les publications, moi, je dis toujours que le plaisir de lire, que ce soit sur virtuel ou que ce soit papier, il se produit encore beaucoup de publications. Je pourrais parler de beaucoup de publications, mais je pense qu'on peut en parler une parce que c'est pour le grand public. C'est le Chaînon, c'est la belle revue du réseau du patrimoine franco-ontarien. D'ailleurs, le 25 février, là, dans le cadre du mois du patrimoine, on va lancer le prochain numéro. Alors, voilà un autre exemple, la lecture de nos revues. Ensuite, ben, en fait, c'est presque limiter les moyens de mieux connaître notre patrimoine. Puis, je remarque que je sais que YouTube est très populaire, là. C'est incroyable maintenant tout ce qu'on peut voir sur YouTube qui touche notre histoire et notre patrimoine. Et je suis très d'accord avec toi, Michel. Et puis, c'est très intéressant que tu mentionnes le Chaînon parce que j'allais parler de ça aussi. Ils ont une belle panoplie d'activités sur leur site web. Donc, un petit coucou à eux. Ça serait au www.rpfo.ca pour ceux qui ont envie d'en savoir plus pour le mois du patrimoine. On va revenir à notre discussion, Michel. Et là, en 2, 3 minutes, là, est-ce que tu pourrais nous parler de l'importance du patrimoine religieux? Parce que tu me l'as dit, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Ben, en fait, oui, le patrimoine religieux, c'est très important et j'en profite avant d'oublier pour souligner que la Société franco-ontarienne là, pour le patrimoine et l'histoire d'Orléans vient de publier un très beau livre sur les vitraux de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Alors voilà un bel exemple de notre patrimoine religieux. Alors, en Ontario français, ce qui est le plus riche, c'est le patrimoine religieux. Et les gens pensent bien sûr à nos églises, à nos presbytères, nos couvents, nos institutions, mais on oublie souvent d'autres petits éléments que moi, je trouve très intéressants. C'est les croix de chemin. Les croix de chemin, ça se retrouve juste aux endroits où il y a eu assez de francophones parce que c'est un témoignage de la vie religieuse et culturelle de ce qu'on appelait autrefois là, les Canadiens français. Alors, c'est seulement qu'en Ontario, au Québec, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick qu'on a des croix de chemin. Alors, les croix de chemin, c'est un phénomène rural. Alors, on les plantait souvent pour demander des grâces au ciel pour avoir des bonnes récoltes, éloigner les sauterelles, mais souvent aussi c'était pour remercier le ciel pour un événement, pour témoigner d'une famille, pour une faveur. Et en fait, les croix de chemin servaient aussi à autre chose que religieux. C'était aussi des bornes. À l'époque, les maisons n'avaient pas des adresses civiques comme aujourd'hui. Alors souvent, on disait, ben, c'est la troisième maison après la croix
croix de chemin. Il y avait aussi toutes sortes de pratiques reliées aux croix de chemin, particulièrement au mois de mai, qui à l'époque était le mois de Marie. Et on amenait les enfants, les élèves à la croix de chemin. C'est pour ça que beaucoup des croix de chemin étaient situées tout près de l'école Durand. Et ce qui est extraordinaire, autrefois en Ontario, en fait, au Canada, il y avait... Il va nous rester 45 secondes, Michel. Oui, alors, les croix de chemin, c'est un... Puis il y a un groupe à Plantagenet, Alfred, là, qui les fait revivre. Alors, on pourrait consacrer qu'une émission aux croix de chemin, mais rappelons-nous pour le mois du patrimoine l'importance de notre patrimoine religieux. Puis c'est pas nécessaire d'être une pratique religieuse, là. Ça, c'est un patrimoine qui appartient à tous. C'est historique, c'est culturel, c'est un héritage du passé et il faut les préserver pour les générations à venir. Merci beaucoup, Michel. Et puis, on va inviter les gens à visiter votre site web du côté de Histoire d'Outaouais pour avoir plus d'informations. Bon mois à toi. Ben, merci beaucoup. Alors, bon mois du patrimoine à tous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur le patrimoine, le mois du patrimoine, www.histoireoutaouais.ca, vous pourrez avoir plus d'informations. On va maintenant parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et aujourd'hui, on parle des douleurs au cou et comment ça peut être vraiment impacter tout notre corps, Arthur. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, comment on se Excellent, fait des merci pour douleurs au l'invitation. cou déjà pour commencer? Alors, je commence avec ma colonne vertébrale, ce que j'ai avec moi, juste pour savoir qu'il y a une courbure dans le cou et ce courbure peut être affecté lors de positions prolongées, assis ou même en faisant des exercices mal ou en faisant des faux mouvements. Alors, des problèmes au cou peuvent être impactés par des faux mouvements, une mauvaise posture, avec l'âge, avec la dégénérescence, tout ça peuvent avoir un effet négatif sur le cou. Et lorsqu'il y a plein de personnes qui restent à la maison, qui travaillent à la maison et n'ont pas les stations de travail très ergonomiques, peut-être ils travaillent sur la table à manger ou sur le divan, pas ergonomiquement, et ça peut causer des maux de tête et aussi les tensions musculaires. Et c'est pour cette raison que je trouve c'est important de parler et de montrer des exercices à faire, un peu créatifs et efficaces pour les gens qui développent ce douleur-là. Alors, quand Arthur, tu parles de douleur, moi, la première douleur que tout le monde connaît, je suis sûre, là, c'est les torticolis. Ça, c'est souvent quand on dort mal. Et puis, ça peut arriver quand on Oui. est mal positionné, je pense, sur une chaise et autres. Mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de maux qui font que, je sais pas, on a mal au cou, hormis le Oui. torticolis? Par exemple, la personne peut venir à la clinique en disant j'ai une sorte de tension, j'ai des maux de tête, même je sens un peu étourdi, euh, ça sent un peu raide. Alors ces signes et symptômes-là expliquent les sensations que les patients ont et euh, et après de savoir quelle sorte de symptômes comme ça, on peut développer un plan d'action avec soit des exercices, des traitements en physio ou des autres choses qu'on fait ici à la clinique. Alors, première des choses que tu vas nous montrer, qu'est-ce que c'est pour un exercice pour ceux qui ont mal au cou? OK. Alors, je pense que la majorité des personnes que je reçois maintenant à la clinique, ce sont des personnes qui travaillent à la maison. Et c'est pas juste les personnes qui sont en train de travailler lors de cette pandémie, mais aussi des jeunes, des personnes qui sont plus âgées et qui travaillent sur l'ordinateur ou soit plus son laptop. Alors, j'ai pensé à des exercices peu créativement. Alors, je vais montrer ça. Alors, je prends mon laptop ici et je vais montrer des exercices que les personnes peuvent faire. À chaque heure, ils prennent le laptop comme ça et faire les mouvements de torsion
comme ça, ou tourne le corps comme ça 10 fois chaque direction, ou même avec comme ça de pousser, juste en faisant d'augmenter la circulation sanguine, comme ça, tu peux faire une combinaison de mouvements comme ça, de pousser, de tirer avec cette tablette-là. Et si on n'a pas de tablette, si on travaille avec l'autre, on peut utiliser le clavier ou quoi que ce soit. Juste d'avoir un peu de résistance. Et si tu as ta bande élastique avec toi, OK, tu peux mettre ça autour de ta tête, juste pour mettre un peu de résistance, et tu tenir comme ça et tu tournes la tête 10 fois une direction, 10 fois l'autre direction en tirant. Mais je ne sais pas si la plupart du monde ont une bande élastique juste à côté de son ordinateur. C'est pour ça que j'ai suggéré d'utiliser la tablette. Mais après de faire une entrevue, une consultation avec moi ou un autre physiothérapeute, c'est sûr qu'on va donner des outils. Aussi, un bâton. Si tu as ton bâton, ton balai, tu peux quand même faire des exercices comme ça, comme ça, comme ça pour la mobilité des omoplates. Et un exercice qui est hyper important pour les problèmes de cou, c'est, on appelle ça la rétraction du menton. Je vais montrer ça comme ça. Tu es assis comme ça et tu rentres le menton comme ça et l'autre direction comme ça. Tu peux voir. En faisant ça, ça va aider à normaliser la courbure du cou. Ok. Tu m'as montré tout à l'heure, tu sais, l'élastique. Pour ceux qui n'ont pas l'élastique, est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser une écharpe? Parce qu'on a toujours une petite écharpe assez grande. Oui, une écharpe. Exact. Et même pas, si tu n'as pas de choses juste à côté, tu peux même mettre ta main juste à côté, comme ça, et juste de pousser contre ta main, comme ça, en tenir pour 5 à 10 secondes. Ça va faire un peu de contraction sur le muscle et ça va aller. Alors, un côté et ensuite l'autre côté. Et en terminant en avant et en arrière. Et aussi, je suis assis maintenant et juste essayer de garder une bonne posture. Je peux faire des étirements comme ça. Lève comme ça. Lève. Exact. Comme ça, devant toi, tourne une direction, tenir pour 10 secondes. Okay. Oui. Et aussi de tenir l'autre direction. Et lorsque je fais ma consultation initiale, je demande à la personne de me montrer comment il ou elle est assis, quelle position, quelles sont ses habitudes. Est-ce qu'il se met debout à chaque demi-heure, à chaque heure, ou est-ce que même pas pour toute sa journée? Est-ce qu'il y a sa station de travail? Est-ce qu'il est où elle est assis ou est-ce qu'il peut être debout? Et il y a des stations que ça peut être soit debout ou assis, de changer la position, de changer l'activité, même de bouger. On dit que d'être assis, c'est le nouveau des problèmes de fumée. Sitting is the new smoking, on dit ça en anglais. Et on espère que les personnes ne font pas ces problèmes-là. Alors, les exercices que tu viens de nous montrer, c'est important de les faire parce que tu me l'as dit par courriel là que si on ne les fait pas, on peut avoir des problèmes dans la colonne vertébrale, dans le bas du dos et dans les poignets. Donc, c'est important de les faire. Et puis, je pense que tu es encore ouvert pour des consultations. C'est bien ça? Je suis ouvert, grâce à Dieu, pour les consultations à la clinique, mais aussi virtuellement. Alors, je peux faire une consultation face à face dans la clinique ou aussi virtuellement, et je peux leur donner des indices ou des points positifs à faire. Merci beaucoup, Arthur, et puis bonne semaine à toi. Au revoir. Toi aussi, merci.
Alors, pour vous autres à la maison, je vous invite vivement, si vous avez mal quelque part, je suis sûre que c'est le cas, à visiter le www.prophysiothérapie.com pour avoir accès à notre physiothérapeute. Maintenant, on va basculer du côté du Musée canadien de la nature avec moi, Dominique Fauteux, qui est expert et scientifique, chercheur et tout au Musée canadien de la nature. On va parler d'une étude, je ne vais pas me tromper, sur le harfang des neiges. C'est un très bel oiseau aux yeux jaunes. Oui, absolument. C'est un oiseau vraiment mythique qui ressemble un peu à des fantômes qu'on pourrait voir au travers de la neige. C'est un oiseau vraiment magnifique. Je suis absolument d'accord. Alors, dis-moi un peu, c'est quoi l'étude que vous avez faite sur cet oiseau-là? Ben, c'est une étude qu'on a fait avec des collaborateurs à Québec, à l'Université Laval, au Nunavut. Puis, ben, il y a la croyance générale que quand on commence à avoir beaucoup d'harfans, parce qu'il y a certaines années, on va avoir plus d'harfans dans le sud du Québec, de l'Ontario également, et même aux États-Unis, il y a la croyance générale est qu'il manquerait de nourriture dans le nord, ce qui forcerait un peu les harfans à migrer vers le sud pour aller chercher plus de nourriture. Ben, notre étude, en fait, ce qu'on on s'est posé la question, c'est que souvent, quand il y avait des éruptions de harpans dans le sud, donc il y a beaucoup d'harpans que les gens voyaient. En plus, cette année, c'est particulièrement intéressant vu que les gens sont surtout à la maison, donc les observations sont plus fréquentes. Eh bien, nous, on s'est posé la question, est-ce que c'est plutôt en fait qu'il y a beaucoup de nourriture dans le nord et que les harpans ont de la facilité à se reproduire, donc il y a beaucoup de jeunes harpans. Et cette étude-là, ou du moins notre hypothèse, était partie du fait que les harpans vus dans le sud, eh bien, il y a d'autres chercheurs des États-Unis qui avaient remarqué qu'ils étaient en bonne santé. Donc, ces harpans-là, en bonne santé, évidemment, montrent qu'ils ne manquaient pas nécessairement de nourriture. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le Grand Nord, quand il y a beaucoup de petits mammifères, donc les lemmings dans le Grand Nord font des cycles d'abondance à tous les 3 ou 4 ans, eh bien, peu de temps après, on voyait beaucoup de harpans dans le sud. Et ce que nous, on voyait en effet, c'est quand il y a beaucoup de jeunes rongeurs, beaucoup de petits rongeurs, beaucoup de jeunes harpans qui naissaient. Et donc, ça serait probablement plus par le fait qu'il y a beaucoup d'harpans qui naissent dans le nord et qui migrent vers le sud, et de là, on voit plus de harpans dans Ah, dans nos contrées. Alors, donc, c'est vraiment pas parce ils recherchent de la nourriture qu'ils viennent ici. C'est juste parce qu'il y en a peut-être trop là-bas une partie viennent vers le sud, c'est ça, si j'ai bien compris? Ben, faut partir avec l'idée que les harpans font des grandes migrations à chaque année. Donc, à l'hiver, ils vont migrer vers le sud et à l'été, ils retournent dans le nord. Et donc, ils vont migrer dans le sud à l'hiver parce que, bon, les conditions deviennent extrêmes dans l'Arctique et les températures sont extrêmement froides. Évidemment, il y a beaucoup de neige. Les petits rongeurs se retrouvent sous la neige. Et en migrant vers le sud, ils ont plus de facilité à avoir accès aux petits rongeurs, en partie parce qu'il y a un peu moins de neige, mais les conditions aussi sont beaucoup plus clémentes. Mais ce qui est fascinant aussi avec les harpans, c'est que c'est pas tous les harpans qui vont migrer dans le sud à l'hiver. Il y en a qui vont rester dans l'Arctique même malgré ces conditions-là. Et ça, c'est un peu le gros point d'interrogation. Pourquoi il y a certains qui vont rester dans le nord, d'autres qui vont rester dans le sud? Et ceux qui restent dans le nord vont aller chasser plutôt des oiseaux. Donc, on a vu qu'ils vont chasser, par exemple, des éders qui se retrouvent dans des polynies. Une polynie, c'est dans le fond une étendue d'océan qui reste sans glace, même en hiver, même s'il fait moins 40 degrés Celsius. Par les courants marins, il y a des secteurs qui restent dépourvus de glace. Et les éders vont rester dans ces secteurs-là. Et il y a plusieurs prédateurs, dont les harpans, mais aussi les renards, par exemple, qui vont pouvoir profiter de ces oiseaux-là comme nourriture en plein hiver. C'est quoi qui mange ces oiseaux-là? Les Hormis ce harpans, que... J'ai vu qu'ils mangeaient des lièvres aussi, donc c'est pour ça que je pose la question. En effet, ben c'est pas des oiseaux qui vont seulement manger qu'un seul type de mammifère, comme vous venez de le mentionner. Dans le sud, il y a beaucoup plus de choix. Dans le Grand Nord, il y a un peu moins de choix, donc ils vont plutôt se concentrer sur les petits rongeurs, les lemmings, les campagnols nordiques. Mais dans le sud, il y a plus de proies, surtout les petits mammifères comme de jeunes lièvres. C'est probablement des proies faciles, là, rapidement accessibles pour eux.
Encore une fois, en hiver, on a même remarqué que l'harpent pouvait s'attaquer aussi à des aidants, donc à des oiseaux. Donc, malgré que la plupart du temps, on va les voir se concentrer sur les petits rongeurs, ils ont, grâce à leur serre très puissante, ils ont quand même la possibilité d'aller chercher des proies alternatives. Mais c'est relativement rare. C'est beaucoup plus les petits rongeurs là, qui vont manger. Alors, Dominique, j'aimerais savoir, puisqu'il y en a certains qui viennent au sud pour avoir une assiette beaucoup plus variée, et puis il y en a d'autres qui restent dans le nord. Je me demande si ceux qui restent dans le nord, surtout en période hivernale, s'ils arrivent à se reproduire là-bas. En hiver, selon toute vraisemblance, non, ils se reproduisent pas. En bonne partie parce que souvent les femelles doivent elles-mêmes se nourrir, donc ça serait plus dangereux de laisser des jeunes quelques minutes à des froids extrêmes. Donc, c'est probablement pas une bonne stratégie de quitter le nid en plein hiver alors qu'il fait moins 35, moins 40 degrés Celsius. Donc, en hiver, ils se reproduisent pas. C'est vraiment concentré à l'été. Et l'avantage qui a été vu aussi par les recherches, c'est que plus les oiseaux nichent vers le nord, moins il y a de prédateurs, moins le taux de prédation de leurs œufs est élevé. Donc, il y a vraiment une stratégie intéressante d'aller dans le Grand Nord pour se reproduire. Donc, comme le harpent, il y a beaucoup d'oiseaux, que ce soit, par exemple, des faucons, des bus pâtus, par exemple, et même la grande oie des neiges qu'on connaît bien dans le sud du Québec par la chasse. Même les bernaches du Canada aussi vont aller migrer vers le nord. Et une des hypothèses bien appuyées, c'est pour éviter la prédation qui serait plus forte dans le sud en plein été. Ouais, ça fait du sens là. Donc, en ce moment-là, on en voit beaucoup en ce moment dans le sud. Donc, lorsque l'hiver va commencer à se tasser un peu, ils vont repartir vers le nord. Je pense que c'est là qu'ils vont commencer la reproduction. Ils vivent combien d'années, ces oiseaux-là? C'est une bonne question. C'est plusieurs années. Je peux pas me lancer sur un chiffre exact. J'avoue que c'est une information précise mais c'est quand même pas loin de 8 à 10 ans. Je suis plutôt l'expert de les micro-mammifères, donc les petits mammifères que les harpents mangent. Je laisse mes collègues experts en oiseaux dans ces détails. Mais c'est quand même plusieurs années, là. Mais il reste une information intéressante, c'est que malgré qu'il y a beaucoup de jeunes qui naissent, il y en a beaucoup aussi qui vont se retrouver dans des situations précaires. Et beaucoup de ces jeunes-là vont malheureusement mourir, soit parce que par manque d'expérience, ils n'ont pas réussi à trouver suffisamment de nourriture. Donc, dans ces années-là, qu'il y a beaucoup de jeunes harpents, il y en a aussi plusieurs qui vont mourir. C'est un peu une stratégie dans la nature, faire beaucoup de bébés. Et il y en a certains qui vont réussir à survivre. C'est un peu dramatique comme situation, mais en biologie, en écologie, c'est un peu... malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est la stratégie du plus fort ou du plus en santé, du plus malin qui va rester. Merci beaucoup, Dominique, pour toutes ces informations. Et puisque le musée est en pleine réouverture, on va inviter les gens à visiter le site web et voir qu'est-ce qui est accessible. Bonne journée! Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme je viens de le mentionner, le Musée canadien de la nature a réouvert ses portes. Alors, si vous voulez y faire un tour ou même participer à tout ce qui organise en virtuel, ça sera au www.nature.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Demain, on sera de retour à partir de 11h. Et demain, on aura la chance de parler avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa. Elle va nous faire des suggestions de cadeaux pour la fête de la Saint-Valentin. On va aussi avoir notre chronique Achetons local. Alors demain, à partir de 11h, on vous invite à être des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements?
Tao Teled est là pour vous écouter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, à Nathan parle, Sylvie Robert, notre chaman, sera là, et Catherine Marion. Vous allez voir, on va faire des suggestions pour bien passer en cette fête de la Saint-Valentin. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Vous regardez TV